Dans la mer Noire, près du delta du Danube, à environ 34 km de la côte ukrainienne, se trouve l'île aux serpents, également appelée parfois île Serpentine, île Blanche, île Zmini ou île d'Achille. Ce minuscule bout de terre ne paie pas de mine, mais il a été le théâtre de l'une des batailles les plus marquantes de l'Ukraine contre la Russie après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Alors, rejoignez-nous pour ce documentaire où nous allons examiner la bataille de l'île aux serpents, le geste le plus audacieux de l'Ukraine. Bienvenue sur Guerre du Monde. Les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'étaient accrues depuis environ 2014, après que le Parlement ukrainien a voté massivement en faveur de la conclusion d'un accord d'association avec l'Union européenne, un contrat en préparation depuis plusieurs années. Lorsque la nouvelle de cet accord potentiel a commencé à se répandre, la Russie a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle le rejette et a ensuite imposé des sanctions économiques au pays. En septembre 2013, un conseiller du gouvernement russe a déclaré que si l'Ukraine signait cet accord, la Russie ne reconnaîtrait plus les frontières du pays. 2 mois plus tard, le président ukrainien Viktor Yanukovych s'est retiré de la signature de l'accord, ce qui a entraîné un soulèvement massif. Entre novembre 2013 et février 2014, des milliers de manifestants ont exprimé leur mécontentement. Ces manifestants se sont rassemblés sur la place de l'Indépendance à Kiev et les manifestations ont été connues sous le nom d'Euromaïdan. À son apogée, plus de 500 000 manifestants s'étaient rassemblés en février. 108 manifestants ont été tués par les forces gouvernementales en raison d'affrontements intenses et violents. Finalement, le président Yanukovych a été destitué de son poste. Au début de 2014, des soldats russes, sans insigne, ont été déployés en Crimée, un territoire ukrainien, et peu de temps après, ils ont réussi à s'emparer de son parlement. En mars, le territoire a été annexé par les Russes au cours du mois suivant. Les combats ont commencé après que des mercenaires russes se sont emparés de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine. Au cours des années suivantes, plusieurs négociations et cessez-le-feu ont eu lieu. Mais aucun n'a réussi à mettre fin au conflit. Au printemps 2021, la Russie a commencé à renforcer sa présence militaire le long de la frontière ukrainienne. Plus tard cette année-là, le président russe Vladimir Poutine a publié un essai dans lequel il affirmait que l'Ukraine était, je cite, « des terres historiquement russes ». Il ajoutait qu'il n'y avait aucune base historique pour considérer le peuple ukrainien comme une nation distincte des Russes. Cet essai a été largement critiqué par les politologues et les historiens qui ont souligné qu'il contenait des thèmes d'impérialisme, de révisionnisme historique et d'autres désinformations. La Russie a ensuite adressé un avertissement à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, également connue sous le nom d'OTAN, en formulant des exigences strictes, notamment celle de ne pas permettre à l'Ukraine de rejoindre leur alliance. Mais ces exigences ont été rejetées. Et de nombreux analystes politiques ont spéculé que la Russie savait que ces exigences ne seraient pas satisfaites, ce qui lui donnait un prétexte pour envahir l'Ukraine. Bien que l'OTAN ait tenté de conclure des accords avec la Russie, notamment en proposant une transparence militaire accrue si le renforcement militaire du pays près de l'Ukraine cessait, ces négociations ont finalement échoué. L'île aux serpents est située à environ 34 km au large des côtes ukrainiennes et s'étend sur 0,17 km². L'île a à peu près la forme de la lettre X. Le terrain y est difficile et avec un manque d'eau douce et un sol très dur, ce qui rend la vie sur place compliquée. Il est à noter que des personnes y vivaient avant la prise de l'île par les Russes en 2022,
Un petit village nommé Bil avait été créé en 2007 pour loger les soldats ukrainiens qui y étaient stationnés. L'île aux serpents est également imprégnée de mythologie grecque et toutes sortes de récits l'entourent. Un mythe grec affirme que l'île a été créée par Poséidon pour qu'Achille y habite, ainsi que pour offrir aux marins une île où jeter l'ancre. Dans cette partie de la mer Noire, cependant, les légendes disent que les marins ne devraient jamais dormir sur l'île. Beaucoup de ces récits affirment que l'île a été conçue pour être la demeure d'Achille, d'où l'un de ses noms, l'île d'Achille. Au fil des années, la propriété de l'île a changé de main à plusieurs reprises. Elle a autrefois appartenu à la Russie, à partir de 1812, mais a été rendue à l'Empire ottoman en 1856. Elle est ensuite devenue une partie de la Roumanie plus de 20 ans plus tard, en 1878, avant que l'Union soviétique ne s'en empare, en 1948, la Roumanie l'ayant cédée après la dissolution de l'Union soviétique. Il y a eu des allers-retours concernant la propriété et les frontières de l'île entre la Roumanie et l'Ukraine. Un traité a finalement été signé en 1997 entre les deux pays par lequel la Roumanie a reconnu la souveraineté ukrainienne sur le territoire. La Cour internationale de justice a finalement réglé ces questions, accordant à la Roumanie 9 700 km² du territoire maritime disputé et à l'Ukraine les 2 300 km² restants. Dans les mois qui ont suivi le refus de l'OTAN des exigences russes, en 2021, les combats dans la région du Donbass se sont intensifiés dans le but de provoquer l'Ukraine à riposter. Bien que leur président, Volodymyr Zelensky, ait déclaré qu'il ne répondrait pas à de telles provocations. Dans les jours précédant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils ont continué à diffuser de la désinformation via leurs médias d'État, montrant des images fabriquées de soldats ukrainiens attaquant prétendument des Russes dans le Donbass. Puis, en février, les Russes ont bombardé une école maternelle dans un territoire contrôlé par l'Ukraine et en ont accusé les forces ukrainiennes. Plus tard ce même mois, Poutine a continué à soutenir l'idée que l'Ukraine ne devrait pas être un territoire souverain et que, je cite, « l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie ». Au cours des jours suivants, les choses allaient évoluer rapidement. L'Ukraine est entrée en état d'urgence, la Russie a commencé à évacuer son ambassade à Kiev et Zelensky a lancé un appel aux citoyens russes pour empêcher un conflit à grande échelle. Mais dans la matinée du 24 février 2022, Vladimir Poutine allait déclarer la guerre. Plus tard dans la journée, les gardes-frontières ukrainiens ont donné l'alerte. L'île aux serpents, la petite île au large des côtes ukrainiennes, était attaquée par plusieurs navires russes, dont le croiseur Moskva et le patrouilleur Vassili Baïkov. Les Russes cherchaient à capturer l'île dans le cadre de leur tentative de contrôle de la mer Noire. L'un des incidents les plus marquants lors de cette première prise de l'île fut lorsque les forces russes ordonnèrent aux habitants ukrainiens de se rendre, ont-ils déclaré. Citation. « Ceci est un navire de guerre, ceci est un navire de guerre russe. Je vous suggère de déposer vos armes et de vous rendre pour éviter des effusions de sang et des pertes inutiles, sinon vous serez bombardés. » En réponse, un garde-frontière nommé Roman Rybov aurait répondu « Citation, navire de guerre russe, va te faire foutre ». L'enregistrement audio de cet échange a été largement diffusé en Ukraine et a été authentifié par des responsables gouvernementaux. Et cette interaction simulée est finalement devenue un cri de ralliement non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les partisans du pays dans le monde entier. Ce soir-là, il a été rapporté que la communication avec l'île aux serpents avait été perdue. Et à 22 heures, il a été annoncé que la terre avait été capturée par les troupes russes à la suite d'un bombardement naval et aérien chaotique qui a laissé son seul village en ruine, détruisant toute l'infrastructure. Suite à cela, les soldats russes ont débarqué et ont pris le contrôle total. 2 jours plus tard, le ministère russe de la Défense a affirmé que les États-Unis avaient été impliqués dans une attaque récente contre leurs hommes près de l'île aux serpents, déclarant, je cite, « Dans la soirée du 25 février,
Lors de l'évacuation de 82 militaires ukrainiens qui ont volontairement déposé les armes sur l'île Zmini, 16 des bateaux de la marine ukrainienne utilisant des tactiques d'essaim ont tenté d'attaquer les navires de la flotte de la mer Noire lors de l'attaque des bateaux ukrainiens dans la zone de provocation. Des véhicules aériens sans pilote stratégiques américains RQ-4 Global Hawk et MQ-9 à Reaper survolaient la zone. Ils en ont alors conclu qu'il est très probable que ce soient les drones américains qui aient dirigé les bateaux ukrainiens vers les navires de la flotte russe de la mer Noire. Les États-Unis ont ensuite répondu en niant toute implication dans les opérations navales ukrainiennes près de l'île et ont allégué que cette histoire était un mensonge inventé par le ministère russe de la Défense. Plus tard le même jour, les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'un navire civil de recherche et de sauvetage avait été capturé par les Russes juste au large de l'île aux Serpents. Le 13 avril, un utilisateur de Facebook ayant des liens avec l'armée a publié que le grand croiseur russe, le Moskva, avait été gravement endommagé, écrivant, je cite, « Le croiseur Moskva vient d'être touché par 2 missiles Neptune. Il est debout, il n'a pas coulé, il brûle et il y a une tempête en mer. » Une inondation tactique était nécessaire. Apparemment, ce message a été le premier rapport concernant l'attaque contre le navire. Et une réponse officielle est arrivée plus tard dans la soirée lorsqu'un conseiller présidentiel a rapporté qu'effectivement l'embarcation était en feu dans une mer agitée. Le gouverneur d'Odessa, Maxime Marchenko, a annoncé peu de temps après que les forces ukrainiennes avaient touché le navire avec 2 missiles antinavires R-360 Neptune causant, je cite, « des dégâts très sérieux ». Quelques heures après la déclaration de Marchenko. Le ministère russe de la Défense a confirmé qu'il y avait eu un incendie à bord du Moskva qui avait provoqué l'explosion de munitions, endommageant gravement l'embarcation. Cependant, cette déclaration officielle n'a pas précisé comment cela s'était produit et n'a fait aucune mention de la frappe ukrainienne. Le lendemain, le 14 avril, les responsables russes ont ajouté que les systèmes de missiles du Moskva n'avaient pas été endommagés et que l'incendie avait été maîtrisé. Des efforts étaient alors déployés pour remorquer le croiseur jusqu'au port, mais ils ont ensuite annoncé qu'il avait coulé pendant l'opération. Les médias russes ont affirmé que le naufrage était simplement dû à une mer agitée. Le 15 avril, un responsable de la défense américaine a conclu que le navire avait été touché par 2 missiles Neptune comme l'avaient affirmé les Ukrainiens. À ce moment-là, il se trouvait à environ 65 miles au sud d'Odessa et avait été frappé par un lanceur terrestre dans la région. Notamment, le Moskva était équipé d'un système de défense aérienne, ce qui aurait permis à l'équipage de riposter avec des leurres de brouillage électronique, des missiles solaires ou ces systèmes d'armes de proximité. Mais aucun de ceux-ci n'a été activé. Un journaliste a suggéré que cela était dû soit à une défaillance du système de détection du navire, soit au fait que l'équipage n'était pas suffisamment formé pour reconnaître et affronter la menace imminente. Un journaliste militaire russe et critique de Poutine, Arkady Bobchenko, aurait affirmé qu'un drone ukrainien avait désactivé le système radar du navire afin qu'il ne puisse pas détecter les missiles. Mais il n'a pas fourni de source pour cette information. Pendant ce temps, un analyste militaire danois a avancé l'explication que la fatigue des opérateurs avait contribué à la destruction du Moskva. Car les anciens systèmes russes sont robustes et fonctionnent bien, mais ils exigent que l'équipage soit vigilant et réactif. Il existe des rapports contradictoires concernant les pertes survenues après l'attaque contre le Moskva. On pense qu'il y avait environ 485 membres d'équipage à bord et, selon le ministre de la Défense de la Lituanie, un signal de détresse avait été envoyé depuis le navire. Ce jour-là, un navire turc a répondu et a évacué 54 personnes vers 2 heures du matin, 1 heure avant que l'embarcation ne coule complètement. Alors que les responsables américains et ukrainiens ont signalé qu'il y avait des victimes, on ne sait pas combien exactement. Les Russes, quant à eux, ont affirmé que l'équipage avait été évacué et n'ont pas signalé immédiatement de victimes. Cependant, certains civils ayant de la famillade dans l'armée auraient été informés que leurs proches étaient portés disparus.
Le 22 avril, ils ont déclaré qu'une personne avait été tuée, 27 étaient portés disparus et 396 avaient été secourus. Cependant, les familles des membres d'équipage pensent que le nombre de morts est plus élevé que ce que les autorités ont annoncé, ajoutant qu'elles n'ont jamais reçu d'informations officielles concernant le sort de leurs proches. Ce même jour, un membre du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a affirmé que, parmi les membres d'équipage, seuls 54 avaient été secourus. L'attaque et le naufrage qui a suivi du Moskva sont décrits comme une perte importante et humiliante pour Poutine, en particulier après sa destruction. Comme le Moskva était le navire amiral de la flotte de la mer Noire, 5 autres navires de guerre ont été déplacés plus loin des côtes ukrainiennes, laissant l'île aux serpents exposée et disponible pour une reprise. Le 1er mai, le commandement sud de l'armée de l'air ukrainienne a lancé une attaque sur l'île aux serpents qui a détruit le matériel russe encore stationné sur place. Les jours précédents, des frappes ukrainiennes sur l'île avaient détruit au moins 2 complexes de missiles anti-aériens Strela 10 et tué 42 soldats russes. Le 2 mai, il a été rapporté que 2 patrouilleurs russes Raptor avaient été coulés à l'aide d'un drone Baykar Bayraktar 2 fourni par la Turquie. Et des images vidéo ont été publiées montrant les navires coulés par des bombes guidées. Dans les jours suivants, d'autres images ont été révélées par les responsables ukrainiens. Une vidéo montrait un autre drone Baykar détruisant un navire de débarquement russe de classe Serna, depuis lequel 2 lanceurs de missiles solaires Tor étaient en cours de déchargement. Et à la suite de l'explosion, ces lanceurs ont également été détruits. Quelques heures plus tard, une frappe de drone ukrainien a été menée contre un hélicoptère russe Mi-8 stationné sur l'île aux serpents. Notamment, cela a constitué la première destruction aérienne connue réalisée par un drone. 2 ou 3 autres patrouilleurs de classe Raptor ont également été détruits peu de temps après. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir réussi à repousser les tentatives ukrainiennes de reprendre l'île. Et à cette période, l'Ukraine a déclaré avoir perdu 10 soldats et une embarcation d'assaut lors des événements du 7 messien. Le 9 mai, le conseiller présidentiel ukrainien a déclaré cela. C'était en fait une chose utile que la Russie tienne l'île, car cela signifiait que l'Ukraine pouvait les frapper à plusieurs reprises. Un rapport de la BBC daté du 11 mai évoque des affirmations non fondées de la Russie selon lesquelles l'Ukraine aurait subi d'énormes pertes lors de ses tentatives de reprendre l'île. L'article abordait également l'importance stratégique de l'île dans la lutte pour le contrôle de la mer Noire, avec l'expert militaire ukrainien Oleh Jdanov qui déclare, je cite, « Si les troupes russes parviennent à occuper l'île aux serpents et à y installer leur système de défense aérienne à longue portée, elles contrôleront la mer, la terre et l'air dans la partie nord-ouest de la mer Noire et dans le sud de l'Ukraine. » Jdanov a ensuite ajouté qu'une présence russe renforcée placerait l'Ukraine dans une situation très difficile. À ce stade, le pays avait déjà été contraint de fermer son port d'Odessa, qui était vital pour les exportations. Et il y avait des craintes parmi les responsables gouvernementaux que si la Russie maintenait sa mainmise sur l'île aux serpents, elle l'utiliserait comme une seconde ligne de front, a noté Jdanov. Citation, « Si les Russes parviennent à installer des systèmes de défense aérienne à longue portée, alors ils pourront défendre leur escadre, qui pourra atteindre le littoral ukrainien. » Parmi les autres experts interrogés pour l'article figurait l'historien roumain Dorin Dobrinchu, qui a averti que si les Russes parvenaient à installer un système de missiles sur l'île, cela constituerait une menace. Il a observé que cela représenterait une menace non seulement pour Odessa et l'Ukraine dans son ensemble, mais aussi pour les membres de l'OTAN, comme la Roumanie et la Bulgarie. Citation, « C'est très important pour le gouvernement et le peuple roumain, mais aussi pour l'ensemble de l'Alliance. » La Russie aurait la capacité de détruire des villes et des capacités militaires à l'est de notre territoire. En plus d'être physiquement dangereux, l'idée que la Russie contrôle cette île représenterait également une menace financière pour les pays qui utilisent la mer Noire pour transporter leurs marchandises, a déclaré l'analyste politico-militaire russe Alexandre Mikhailov. Citation.
S'il y a une base militaire ou une infrastructure militaire, il serait possible de bloquer les navires qui entrent dans le fleuve ainsi que ceux qui en sortent. Il y a eu des spéculations selon lesquelles la Russie pourrait décider d'annexer l'île, ce qui lui permettrait de contrôler de nombreuses routes maritimes en mer Noire. Tout au long du reste du mois de mai et jusqu'en juin, il y a eu divers rapports émanant à la fois des Russes et des Ukrainiens. Le 12 mai, l'Ukraine a affirmé avoir attaqué un navire logistique ennemi près de l'île alors qu'il tentait de livrer un système de défense aérienne. L'assaut a été couronné de succès, ce qui a provoqué un incendie sur le navire, qui a ensuite été remorqué vers la Crimée. Cependant, les responsables russes n'ont pas commenté l'événement ni fourni de rapport sur d'éventuelles pertes. Puis, 4 jours plus tard, les Russes ont allégué qu'un avion ukrainien Sukhoi 24 avait été abattu près de l'île aux serpents. Enfin, le 1er juin, l'Ukraine a allégué que les forces ennemies avaient installé plusieurs lance-roquettes sur l'île. Le 17 juin, l'Ukraine a coulé un remorqueur de sauvetage russe en utilisant 2 missiles Harpoon. Cette manœuvre a empêché le navire de livrer les fournitures nécessaires, y compris des armes et des troupes supplémentaires, et a poussé les Russes à reconsidérer leur stratégie et leur positionnement sur l'île. Selon leur rapport officiel, il y avait 33 membres d'équipage à bord de ce remorqueur de sauvetage et 23 ont été blessés, tandis que les 10 autres étaient portés disparus après l'attaque. Juste 3 jours plus tard, l'Ukraine a ciblé des plateformes gazières proches de l'île qu'elle pensait être utilisées par les Russes. L'explosion qui en a résulté était si forte que les habitants de Vilkov, la localité ukrainienne la plus proche, auraient pu l'entendre. Une femme, guide touristique dans la ville nommée Svitlana, a déclaré au Guardian, je cite, « C'était horrible. Les avions volaient au-dessus de nos têtes et les explosions étaient très fortes. Certaines fenêtres se sont fissurées dans les vieilles maisons aux cadres en bois. » La plus grande difficulté à laquelle les civils ukrainiens de la région ont été confrontés pendant cette bataille était l'interdiction de pêcher. Et cela a durement touché de nombreuses communautés, y compris celle de la ville de Vilkov, connue comme la Venise ukrainienne, qui survit presque uniquement grâce à la pêche, a déclaré Svitlana. Citation, « Cette ville appartient aux pêcheurs et ils n'étaient même pas autorisés à sortir en mer, alors que la pêche est leur principale source de revenus, donc ils ont subi de grandes pertes financières. » De plus, près de 25% des habitants locaux étaient impliqués dans le tourisme. Certains proposaient des balades en bateau, d'autres possédaient de petites entreprises touristiques et certains travaillaient comme guides. Et maintenant, c'est impossible. En conséquence, environ 81% des habitants qui étaient impliqués dans le tourisme nautique ou la pêche souffrent. Mon mari pêchait et maintenant nous sommes sans activité. Nous n'avons plus de revenus. Les frappes sur l'île aux serpents ont continué le lendemain. L'Ukraine a affirmé pendant cette période avoir détruit de nombreux véhicules militaires ainsi que des systèmes anti-aériens et des radars, ce que les responsables russes démentent. La Russie a rapporté avoir intercepté et contré de nombreuses attaques ukrainiennes et, dans ce processus, avoir détruit 13 drones et repoussé des assauts amphibies. Bien que certains médias aient exprimé leur scepticisme à l'égard de ces affirmations, car les mouvements ukrainiens étaient souvent étayés par des preuves photographiques, tandis que les déclarations russes ne l'étaient pas. Fin juin, un Su-24 MR de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu lors d'une opération sur l'île aux serpents. Mais le pilote et le navigateur ont tous deux pu s'éjecter et survivre à l'attaque. Le lendemain, le 27, des responsables ukrainiens ont publié des images montrant leurs troupes effectuant 10 frappes de précision sur l'île. Un autre système de missiles a été détruit lors de cet assaut, bien que le ministère russe de la Défense ait affirmé le contraire. Ils ont ensuite affirmé que ce système avait en réalité détruit 12 roquettes ukrainiennes ainsi qu'un avion Su-25. Au cours de la dernière semaine de juin, l'Ukraine a poursuivi un barrage d'attaques contre les forces russes, à la fois sur l'île et autour de celle-ci. Le bombardement constant des navires de ravitaillement russes rendait leur maintien sur l'île de plus en plus difficile. Les Russes ont riposté en faisant attaquer par les forces stationnées à Odessa les positions de roquettes et d'artillerie ukrainiennes dans le but de réduire le nombre et l'intensité des assauts.
Lors d'un de ces incidents, 3 missiles air-sol ont été lancés, mais l'Ukraine a rapporté qu'il n'y avait eu ni victimes ni dégâts. Le 29, des responsables ukrainiens ont déclaré avoir détruit l'un des 4 hélicoptères russes qui s'étaient approchés de l'île dans le cadre d'une opération de recherche et de sauvetage. Le 30 juin, les Russes ont compris la difficulté de leur situation et se sont retirés de l'île. Ils ont présenté leur retrait comme un geste de bonne volonté et ont ajouté qu'ils avaient simplement accompli tout ce qu'ils devaient de faire sur l'île, ce qui faisait partie des raisons de leur retrait. Les Russes ont affirmé, je cite, que c'était afin d'organiser des corridors humanitaires pour les céréales. Dans le cadre de la mise en œuvre des accords conjoints conclus avec la participation de l'ONU, la Fédération de Russie a décidé de quitter sa position sur l'île Zmini. L'armée ukrainienne, quant à elle, a affirmé qu'ils avaient en réalité fui l'île à bord de 2 vedettes rapides après plusieurs jours d'attaques continues. Les responsables ukrainiens ont déclaré que leur victoire lors de la bataille de l'île aux serpents affaiblirait tout plan que la Russie pourrait avoir pour une future attaque terrestre sur ce tronçon du littoral. Les Ukrainiens ont entièrement repris l'île le 4 juillet et y ont hissé un drapeau ukrainien. Cependant, la semaine suivante, les Russes ont continué d'attaquer la présence ukrainienne sur l'île. Le 7 mai, ils ont affirmé qu'une frappe de missiles avait été menée, bien que des sources ukrainiennes aient indiqué qu'il n'y avait pas eu de victimes, mais qu'une jetée avait été gravement endommagée. Des mois plus tard, en février 2023, 2 bombardiers russes ont mené des frappes aériennes contre l'île. En décembre 2022, les médias CNN ont rapporté qu'ils avaient été invités à visiter l'île pour la première fois depuis sa reprise par l'Ukraine. Ils ont décrit la zone comme étant stérile et sans arbres, rien d'autre que de l'herbe et des rochers, et ont noté que le trajet d'1 heure en bateau était non seulement dangereux, mais qu'il s'était également effectué par des températures inférieures à 0. L'île abrite désormais des mines non explosées et d'autres équipements militaires, ainsi que les restes d'un hélicoptère russe qui a été abattu. Elle est également habitée par plusieurs chats, probablement d'anciens animaux de compagnie des habitants qui y vivaient autrefois. Après la fin de la bataille, l'Ukraine a maintenu une petite présence militaire sur l'île dans le cadre d'une opération d'observation. L'un des membres de l'équipe stationnée là-bas était notamment un Russe qui s'était porté volontaire auprès des forces ukrainiennes. Il a déclaré aux journalistes de CNN qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités russes dans la région depuis qu'ils avaient été repoussés de l'île, a-t-il affirmé. Citation. « À ce stade, les Russes ne font que des frappes aériennes, donc nous pouvons les entendre arriver. De plus, nous avons des observateurs tout le long du périmètre et nous recevons des renseignements. Donc, nous sommes généralement avertis d'une attaque possible. » Les conditions sur l'île sont difficiles, en partie à cause du manque d'eau et d'infrastructures. Les soldats stationnés là-bas ne peuvent pas contacter leur famille. Parce que même lorsqu'il y a du réseau, allumer son téléphone déclenche une frappe aérienne ennemie. De plus, parfois les petits bateaux de ravitaillement ne peuvent pas faire le trajet, ce qui retarde les troupes d'une semaine entière à la fois. L'homme qui a dirigé l'opération pour chasser les Russes de l'île est identifié uniquement sous le nom de Shakespeare. Dans son interview à CNN, il a rapporté que la majeure partie du travail a été effectuée en mai après que les positions russes ont été exposées. Et il a déclaré, je cite, « Tout dépendait du choix du bon type d'artillerie et de la combinaison d'artillerie. » Il a ensuite ajouté, « Les Russes ont commis une erreur en estimant que nous ne pouvions pas les atteindre pendant qu'ils étaient ici. » Ils pensaient qu'on ne pouvait les viser qu'avec des lance-roquettes, alors ils ont mis des systèmes anti-aériens sur l'île. Ils ont pu intercepter nos roquettes, mais nous avons utilisé des frappes complexes. Ils ont perdu des effectifs et beaucoup de véhicules coûteux pour rien. C'était leur principale erreur. Le Centre d'analyse des politiques européennes, ou CIPA, note que l'île aux serpents est un territoire difficile à défendre. Le sol est trop dur et difficile pour construire des abris souterrains, tandis que la petite taille de la zone rend difficile le déplacement des troupes et du matériel. Elle est particulièrement vulnérable aux tirs aériens et navals et nécessite une défense aérienne stratégique pour éviter d'être reprise, ont reconnu des experts militaires russes après la reconquête de l'île.
Citation. Il est facile de prendre le point, il est plus difficile de le tenir, surtout si l'enjeu est nettement plus important. Des forces opposées sont présentes dans la région, bien que l'île soit plus proche des territoires contrôlés par l'Ukraine que de ceux contrôlés par la Russie. Cependant, l'artillerie à longue portée des Russes représente toujours une menace pour les Ukrainiens qui la contrôlent, d'où la nécessité d'une stratégie de défense aérienne efficace. SIPA a également noté que la Russie n'est pas étrangère aux prises de territoire de dernière minute avant la signature d'un traité de paix. Et l'organisation a mis en garde contre le danger qui pourrait accompagner un éventuel cessez-le-feu à l'avenir. La perte du croiseur Moskva aurait grandement contribué à réduire le niveau de menace de la puissance navale russe. Des experts ont déclaré que cela est probablement dû à la destruction de ce navire de tête et à un manque de puissance aérienne au-dessus de l'île. Cela a poussé l'armée ukrainienne à passer à l'action afin de la reprendre. De plus, les forces russes ont probablement été entravées par la bataille de Mykolaïv, qui a commencé le 26 février 2022 et au cours de laquelle les Russes ont envahi l'oblast de Mykolaïv avant d'être repoussés par les Ukrainiens. Au cours du mois suivant, la préoccupation des Russes pour ce conflit a probablement contribué à l'isolement de ceux qui sont restés sur l'île aux serpents. Le succès de l'Ukraine dans la bataille pour cette île est également en partie dû aux livraisons d'armes occidentales, notamment le César français, l'obusier automoteur et les missiles antinavires Harpoon. En plus de la destruction des navires de ravitaillement, qui a forcé les Russes à fuir peu de temps après que la Russie a capturé l'île aux serpents en février 2022, le gouvernement ukrainien a déclaré qu'il pensait qu'environ 13 gardes frontières, qui constituaient la majeure partie de la présence militaire du pays sur l'île, avaient été tués. Après avoir refusé de se rendre, le président Volodymyr Zelensky a annoncé que ces hommes recevraient à titre posthume le titre de héros de l'Ukraine. Cependant, les responsables russes n'étaient pas d'accord avec la version des faits de l'Ukraine, affirmant que 82 membres de l'armée ukrainienne avaient été faits prisonniers après s'être rendus volontairement. Et par la suite, ils ont été transportés à Sébastopol en Crimée. Cela a amené le service national des gardes frontières d'Ukraine à envisager que les personnes portées disparues aient effectivement été faites prisonnières plutôt que tuées sur le coup. La marine ukrainienne a ensuite annoncé que cela était exact. Tous les gardes frontières avaient été détenus par la marine russe et étaient désormais prisonniers de guerre au 24 mars 2022. Quelques semaines plus tard, 19 civils ukrainiens ainsi que le navire de recherche et de sauvetage qui avait été capturé par les Russes un mois plus tôt, ont tous deux été libérés. Dans le cadre d'un échange de prisonniers, 10 prisonniers de guerre ont également été remis à la garde de l'Ukraine. 6 jours plus tard, Roman Rybov, le même garde-frontière qui a inventé la célèbre phrase de combat ukrainienne, a été libéré et décoré d'une médaille. Mais ce ne serait pas la dernière fois que les membres de l'armée ukrainienne ayant combattu sur l'île aux serpents seraient en célébrés. En mars 2022, un timbre-poste a été conçu pour rendre hommage aux soldats de l'île aux serpents. Le design a été soumis à un vote public et les Ukrainiens ont choisi celui de l'artiste Boris Gros qui représentait un soldat ukrainien debout sur une plage faisant un doigt d'honneur à un navire de guerre russe passant au loin. De plus, l'année suivante, une rue de Kiev a été nommée héros de l'île aux serpents. D'autres échanges de prisonniers ont ensuite eu lieu en janvier 2024. Si vous avez trouvé cela instructif, merci de laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et la rédaction du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans utilisation d'IA. Alors, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à utiliser l'icône de cloche pour recevoir des notifications lorsque la prochaine vidéo de Guerre du Monde sera publiée. Merci d'avoir regardé.